En 1914, l'Empire ottoman s'étend sur un territoire d'une superficie d'1 780 000 km². De la Mecque à Jérusalem, de Bagdad à Ankara, plus de 15 millions de personnes vivent sous l'autorité du gouvernement de Constantinople. En octobre 1914, l'Empire rejoint le premier conflit mondial aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Après la défaite des empires centraux, l'État ottoman est démantelé par les Alliés. Sa disparition bouleverse la carte de la région et contribue à modeler le Moyen-Orient moderne. Fondé par un clan turcique en Asie mineure à la fin du XIIIe siècle, l'Empire ottoman atteint son apogée au XVIe siècle sous le règne de Soliman le Magnifique. Ce dernier contrôle une partie du Proche-Orient, de l'Afrique du Nord et des Balkans. En 1683, l'armée ottomane est battue à Vienne. Cet événement marque le début du déclin pour l'Empire ottoman, au profit de ses rivaux, les États européens, les Perses et les Russes. Au cours du XIXe siècle et au début du XXe siècle, la puissance ottomane s'affaiblit encore au profit des États européens, en perdant l'essentiel de ses possessions balkaniques et africaines. Cependant, à la veille de la Première Guerre mondiale, l'Empire reste toujours une puissance méditerranéenne en contrôlant les détroits du Bosphore et des Dardanelles, et les côtes de l'Anatolie et de ses possessions arabes, la Syrie, le Liban et la Palestine. Malgré la perte de ses territoires balkaniques et africains, l'État ottoman demeure en 1914 un État multiculturel. Il abrite une grande diversité de peuples, comme par exemple des Turcs, des Kurdes, des Arméniens, des Arabes, des Grecs, des Bulgares, des Lazes ou encore des Assyriens. La grande majorité des habitants sont des musulmans sunnites, mais on y trouve aussi des chiites, des chrétiens, divisés en une multitude de courants religieux, et des juifs. Plusieurs religions orientales sont aussi représentées dans l'Empire. En 1914, le chef de l'État est le sultan Mehmed V, qui porte aussi le titre de calife. Ce dernier a pourtant peu de pouvoir. L'Empire est une monarchie constitutionnelle dirigée depuis 1913 par le gouvernement des jeunes Turcs, dominé par le ministre de la guerre, Enver Pacha. Ce dernier, admirateur de l'Allemagne, est partisan du panturquisme, une doctrine politique visant à rassembler les populations turcophones en un seul État. En octobre 1914, le gouvernement ottoman, lié par un accord à l'Allemagne, décide d'entrer en guerre aux côtés des empires centraux, en espérant ainsi affaiblir ses adversaires dans la région, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Le Proche-Orient est à l'époque un enjeu stratégique pour ces trois États. Les Britanniques occupent l'Égypte depuis 1882, ils sont présents au Koweït et au Yémen. Les Français investissent en Syrie, la France du Levant. Ces deux États, qui possèdent des capitaux dans la banque ottomane, souhaitent d'ailleurs sécuriser le canal de Suez et les réserves pétrolières de la région. La Russie a quant à elle des ambitions sur Constantinople et la région des détroits. En 1915, les Alliés tentent de débarquer dans les Dardanelles, mais ils sont repoussés par l'armée ottomane. Dans l'Empire, la répression frappe les élites politiques arabes et certaines minorités, comme les chrétiens du Liban, les Grecs pontiques et les Assyriens. Au printemps 1915, le gouvernement jeune turc ordonne la déportation et le massacre des populations arméniennes. L'année suivante, les Britanniques tentent de soulever les populations arabes de l'Empire en leur promettant l'indépendance. Faisal, fils de Hussein, mène une guérilla contre l'Empire. Les Français et les Britanniques envisagent dès mai 1916 un partage de la région en cas de défaite des empires centraux. Ce plan est élaboré par deux diplomates, le Britannique Mark Sykes et le Français François-Georges Picot. Selon ce plan, en cas de victoire des Alliés, le Proche-Orient doit être découpé en 5 zones. Une zone administrée directement par la France, comprenant le Liban actuel et la Cilicie, une zone d'influence française formée du nord de la Syrie actuelle et de la province de Mossoul, une zone administrée directement par le Royaume-Uni, comprenant le Koweït actuel et la Mésopotamie, une zone d'influence britannique, comprenant une partie de l'Irak, de la Palestine, de la Jordanie et de la Syrie, et enfin une zone d'administration internationale comprenant Jérusalem et Saint-Jean d'Acre. Les gouvernements russes et italiens donnent leur approbation à cet accord. L'année suivante, avec la déclaration Balfour, les Britanniques promettent la constitution d'un foyer national juif en Palestine. Mais en 1917, le plan Sykes-Picot, révélé par les bolcheviks, est abandonné. Quand la Bulgarie signe l'armistice en septembre 1918, l'armée d'Orient est capable d'atteindre Constantinople par voie terrestre. Le 31 octobre 1918, incapable de continuer la guerre, l'Empire ottoman signe l'armistice à Moudros.
Après la défaite des empires centraux, les Alliés organisent une série de conférences dans la banlieue parisienne pour décider du sort des vaincus. C'est à Sèvres que se déroule la conférence chargée de traiter du sort de l'Empire ottoman. Le traité, signé le 10 août 1920, se montre très dur à l'égard de l'État ottoman. Tout d'abord, les partis arabophones sont placés sous mandat de la Société des Nations, la France obtient un mandat sur le Liban et la Syrie, et y crée 6 États sous tutelle française. Le Royaume-Uni reçoit un mandat sur la Palestine, la Jordanie et l'Irak. Les populations arabophones se voient privées de leur principale revendication, l'indépendance. L'ouest de l'Asie mineure, dont la ville de Smyrne est donnée à la Grèce, certains territoires de l'Asie mineure passent sous influence française, italienne et britannique. À l'est, 2 nouveaux États doivent être créés. La Grande Arménie, regroupant les territoires arméniens, ottomans et russes, et le Kurdistan. Enfin, la ville de Constantinople et les détroits deviennent zones internationales. Le traité de Sèvres sanctionne lourdement l'Empire. Le territoire ottoman passe d'1 780 000 km² à 420 000 km² et est cantonné au nord-ouest de l'Asie mineure. Pour une grande majorité de la population turque, le traité est inacceptable. Mustafa Kemal, un militaire de carrière, prend la tête de la révolte. Il fonde un 2e centre de pouvoir à Ankara. Son armée inflige plusieurs défaites aux Arméniens, aux Français, aux Italiens et aux Grecs. Le 1er novembre 1922, l'Empire est aboli et la République de Turquie est proclamée. Après 4 ans de conflit, Mustafa Kemal peut imposer un nouveau traité aux Alliés. Ce traité, signé à Lausanne en 1923, reconnaît la légitimité et l'indépendance de la République de Turquie. Mustafa Kemal en devient le premier président. Les Français et les Britanniques conservent leur mandat au Moyen-Orient. La Grèce perd les territoires d'Anatolie occidentale et doit accueillir 1 500 000 réfugiés. Cet exode prend le nom de Grande Catastrophe. De Grèce, 350 000 musulmans doivent quitter leur foyer pour la Turquie. Les principaux perdants sont les Arméniens et les Kurdes qui n'obtiennent pas d'État indépendant. Les traités de Sèvres et de Lausanne débouchent sur une nouvelle délimitation des frontières au Moyen-Orient. Mais ce nouveau découpage n'apporte pas la stabilité dans la région. Les populations arabophones se voient privées de l'indépendance, pourtant promise par le gouvernement britannique. En Palestine, la promesse d'un foyer national juif crée de nouvelles tensions entre juifs et arabes. Les populations kurdes, partagées entre l'Irak, la Syrie et la Turquie, n'obtiennent pas d'État. Enfin, les Arméniens sont intégrés à la nouvelle Union soviétique. En fait, les traités de Sèvres et de Lausanne ne correspondent pas aux aspirations des populations de la région. Ils portent en eux les racines de nombreux conflits et tensions qui traversent le Moyen-Orient encore aujourd'hui.
Le 29 octobre 1956, la France et la Grande-Bretagne lancent avec Israël une intervention militaire contre l'Égypte dans la région du Sinaï. Organisée dans le plus grand secret, cette opération a pour objectif de reprendre le contrôle du canal de Suez, nationalisé quelques mois auparavant par le président égyptien. Ouvert en 1869, le canal de Suez relie la mer Méditerranée à la mer Rouge. Point de passage stratégique pour le transport du pétrole, il génère d'importantes recettes dont l'économie égyptienne ne bénéficie pourtant que très peu. C'est en effet à la Grande-Bretagne et à la France, actionnaire majoritaire de la Compagnie universelle du canal maritime de Suez, que revient l'essentiel de ces droits de péage. Mais le 26 juillet 1956, à Alexandrie, le président égyptien Gamal Abdel Nasser fait une annonce retentissante. Devant une foule survoltée, et dans un éclat de rire qui fait très vite le tour du monde, il déclare la nationalisation du canal de Suez. Avec les revenus du canal de Suez, Nasser souhaite financer la construction du barrage d'Assouan, un projet agricole onéreux pour lequel il avait sollicité l'aide des États-Unis et des Anglais qui lui ont tourné le dos. Après un siècle et demi de colonisation, le leader égyptien fait ainsi savoir au monde entier que l'Égypte peut se passer des puissances occidentales. Puis il se rapproche de l'URSS, une alliance qui inquiète la superpuissance américaine à l'heure où la guerre froide bat son plein. Depuis une semaine, toute l'actualité politique internationale tient en un seul mot, Suez. Les représailles ne se font pas attendre. Au-delà des enjeux économiques et de la question de la libre circulation des navires sur le canal, le discours d'Alexandrie suscite la colère et l'inquiétude des gouvernements britanniques et français d'Anthony Eden et de Guy Mollet. Quelques mois plus tard, ils signent une alliance secrète pour reprendre le contrôle du canal et renverser Nasser. Pour la France, Nasser est une menace. Il soutient les rebelles nationalistes en Algérie contre la colonisation française, où la situation est de plus en plus critique. Pour la Grande-Bretagne, qui ne veut pas perdre son influence dans la région, il faut se débarrasser de celui qu'ils appellent le nouvel Hitler. Un troisième pays s'associe aux velléités des deux Européens, le jeune État d'Israël de Ben Gourion, qui veut assurer son transport maritime et mettre un terme aux attaques terroristes égyptiennes sur son territoire. Dans le plus grand secret, et contre l'avis des États-Unis qui recommandent une résolution diplomatique, les trois alliés préparent l'opération Mousquetaire. Ce sont les protocoles de Sèvres. Conformément au plan établi, l'armée israélienne intervient le 29 octobre et envahit la région du Sinaï, où se situe le canal. La France et la Grande-Bretagne, feignant la surprise, lancent alors un ultimatum aux belligérants les enjoignant à cesser les combats. Comme prévu, l'Égypte refuse. Le 31 octobre, prétextant une opération de maintien de la paix, le couple franco-britannique frappe à son tour. Le 5 novembre, leurs parachutistes sautent sur Port Saïd, à quelques kilomètres du canal. L'ONU condamne immédiatement l'opération et demande l'arrêt des combats. Le 5 novembre, alors que les parachutistes viennent à peine d'atterrir, l'URSS menace les trois alliés d'une riposte nucléaire s'ils n'évacuent pas la zone du canal. La situation prend une ampleur dramatique. Pour désamorcer la crise, le président américain Dwight Eisenhower, qui vient d'être réélu, joint sa voix aux soviétiques pour exiger l'arrêt des combats. Il y a quelques instants, les gouvernements français et britanniques ont annoncé qu'ils avaient donné l'ordre à leurs forces de cesser le feu en Égypte. Les Alliés sont contraints de quitter les lieux, humiliés et vaincus. Les troupes de l'ONU, nouvellement constituées en casque bleu, débarquent le 27 novembre pour restaurer la paix.
Bienvenue dans l'essentiel du Dessous des cartes. On commence la semaine en Syrie. Voici la deuxième plus grande ville du pays, Alep. Et cette photo qui raconte la prise de la ville par des combattants anti-gouvernementaux. La Syrie du dictateur Bachar el-Assad quasiment sortie des radars de l'actualité, après en avoir été au centre entre 2011 et 2019, refait parler d'elle en cette fin d'année 2024. Alors qui veut de nouveau faire tomber Bachar el-Assad? L'offensive est partie d'Idleb, menée par des djihadistes et des rebelles qui se dirigeraient désormais vers Damas. Il s'agirait principalement du groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, mais aussi de groupes plus laïques comme l'armée syrienne libre. Une offensive que personne n'a vu venir et qui nous invite à redécouvrir la Syrie, ce pays clé du Proche-Orient. Sortons nos cartes. La Syrie partage des frontières avec la Turquie, l'Irak, la Jordanie, Israël et le Liban. La majorité des 23 millions d'habitants résident dans les villes. Sur la bande côtière, Tartous, Latakié, à l'ouest, Alep, Hama, Homs, Deir ez-Zor et Raqqa à l'est, au sud, Damas, la capitale. Cela fait 55 ans que le pays vit sous la dictature sanglante des Assad, de Hafez à son fils Bachar. Alors souvenons-nous de cette période où la Syrie a été au cœur de l'actualité mondiale, avec une guerre qui a fait près d'un demi-million de morts. 2011, les printemps arabes gagnent la Syrie, le mouvement de contestation devient vite guerre civile, mais le combat des démocrates syriens est pris en otage par les islamistes et notamment ceux de Daesh. Ils instaurent un califat sur une partie du territoire syrien. Une coalition internationale dominée par les États-Unis parvient à contrer l'expansion des islamistes à partir de 2014. En 2015, la Russie, soutien inconditionnel de Bachar el-Assad, constitue sa propre coalition avec le Hezbollah libanais et l'Iran, officiellement pour lutter contre Daesh. Mais en bombardant entre autres Alep, la Ghouta orientale ou Deraa, Poutine a surtout permis aux troupes gouvernementales de reprendre des zones clés alors que le régime Assad menaçait de tomber. Mais en 2024, la donne a changé. Poutine est occupé par sa guerre en Ukraine et l'Iran ne peut plus se reposer sur un Hezbollah affaibli par Israël, au Liban comme en Syrie. Enfin, regardons un autre acteur clé, la Turquie. Partageant une frontière de 822 km avec la Syrie, le dirigeant turc Erdogan a toujours gardé le lien avec l'opposition syrienne, vise toujours le renvoi des réfugiés syriens présents en Turquie dans leur pays et ne relâche pas la pression sur ses ennemis historiques, les Kurdes, près de 15% de la population syrienne. Et dans ce contexte, on imagine que la population syrienne doit aujourd'hui être partagée entre espoir de voir enfin tomber la dictature Assad, mais sans certitude sur ce que pourrait être l'avenir d'une rébellion dominée par des forces djihadistes, le tout dans un pays en lambeaux. Voilà l'essentiel du Dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.